Yeah. 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 Assalamu alaikum, chers abonnés du Vrai Journal TV. C'est un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le tout premier numéro de notre nouvelle émission avec Sanoussi. Émission dans laquelle nous allons parler de philosophie. Nous allons évoquer les problèmes de l'éducation de l'école sénégalaise. Et ce sera tous les vendredis avec le même plaisir de partager avec vous. Ce soir, nous allons essayer d'explorer, de se pencher sur une question. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Une question qui dure depuis des siècles et des siècles. Et pourtant, une question qui reste encore actuelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, la question qu'est-ce que c'est que la philosophie, qui est la question de la définition de la philosophie, ne peut pas recevoir une réponse apodictique ou bien une réponse canonique. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse apodictique ou une réponse canonique? C'est une réponse qui serait à la fois universelle et définitive. Or, aucune réponse philosophique parlant de la définition n'a été partagée par tout le monde. Aucune réponse n'a un caractère définitif. Pourquoi donc personne ne peut emprisonner le mot philosophie dans une définition? Il y a, chers élèves, chers collègues, chers abonnés du Vrai Journal TV, plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que, contrairement à la science qui a un objet d'étude spécifique, la philosophie a un objet d'étude global. Ça veut dire quoi? Que le philosophe réfléchit sur tout. Aussi bien sur les réalités concrètes que sur les réalités abstraites. Ça pose problème. La philosophie ne peut pas avoir une définition canonique parce que aussi, il n'y a pas de consensus dans la philosophie. Les philosophes ne peuvent pas s'asseoir et dire de façon consensuelle que soyons d'accord, c'est ceci ou cela, car la philosophie est un grand parricide. Chaque disciple rêve, entre guillemets, de tuer ou de dépasser son maître. Troisième raison, c'est que la philosophie, contrairement à la science, qui se veut une activité objective qui ne fait que parler l'objet au maximum possible, la philosophie a une dimension subjective. Qu'est-ce que cela veut dire quand nous disons que la philosophie a une dimension subjective? La subjectivité, c'est la manifestation du moi, c'est la manifestation du je, J-E. Or, toute pensée philosophique est, à quelques degrés différents, d'une manière ou d'une autre, contaminée par le je de son auteur, c'est-à-dire contaminée par la personnalité de son auteur. Dans chaque production intellectuelle philosophique, contrairement à la science, on peut retrouver des traces de sa religion, des indices de ses croyances politiques ou religieuses, de ses choix, de ses intérêts. C'est pourquoi, au XIXe siècle déjà, le philosophe au marteau, Nietzsche, l'auteur de Ainsi parlait Zarathustra, disait ceci aux philosophes: écris avec ton sang. La présence du sang est la présence de l'individualité. La philosophie a une définition, a une dimension subjective, parce que tout simplement, chaque philosophe tente d'être original. Chaque philosophe tente d'être authentique.
Et ce fait que la définition de la philosophie, une définition apodictique, ne peut pas être validée, a été reconnu par plusieurs auteurs. Chers élèves, je vous en donne deux exemples. Un auteur qui s'appelle Michel de Saint-Pierre, je recommande la lecture de son livre qui s'appelle Les nouveaux aristocrates, note ceci. J'ouvre les guillemets pour parler comme l'éminent professeur Djibi Samb. Nul ne peut condenser le mot philosophie dans la glace d'une définition. Fin de citation. Cette citation de Michel de Saint-Pierre a été aussi confirmée par un autre grand penseur de la philosophie, Jean-Paul Sartre. Un grand héritier, philosophe du XXe siècle, Sartre a eu l'occasion de traverser toutes les pensées philosophiques, depuis Socrate jusqu'aux philosophes du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Et de ce point de vue-là, Sartre a la légitimité, le droit de dire, je le cite, en réalité, il n'y a pas une seule philosophie, il y a plusieurs philosophies. Donc personne ne peut emprisonner le mot philosophie dans une définition, parce que tout simplement, comme on aurait dit, autant de philosophes, autant de pensées philosophiques. Cependant, si on ne peut pas, comme dit le professeur Songué Diouf, faire une capturation définitionnelle de la philosophie, il y a quand même une définition étymologique de la philosophie. Qu'est-ce que c'est que l'étymologie? C'est la signification originelle, la signification qui est dérivée de l'origine du mot lui-même. Le mot philosophie étant d'origine grecque, sa définition étymologique donne, comme une pomme, on peut la couper en deux parties. Sophia, philia et sophia. Philia signifie amour et sophia signifie sagesse. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Mais qu'est-ce que c'est que la sagesse? Quand on dit que la philosophie est amour, je le répète souvent à mes élèves, ça n'a rien à voir avec l'amour au sens dans la rue, non. Quand on dit que la philosophie est amour, on tente tout simplement de signifier une réalité qui est la suivante, que la quête philosophique est une quête perpétuelle. La science est une quête de la vérité. La religion est une quête de la vérité. Dans le mythe, il y a cette soif de quête de la vérité. Même dans le sens commun, il y a ce désir de connaître la vérité. Mais ce qui fait la spécificité de la quête philosophique, chers élèves, c'est que cette quête, elle est continue, elle est perpétuelle. C'est un désir. Et si nous voulons comprendre le caractère perpétuel de la définition de l'amour, je crois que nous pouvons faire référence au philosophe allemand Karl Jaspers, qui nous dit qu'en philosophie, non seulement les questions sont plus importantes que les réponses, mais chaque réponse devient le point de départ d'une nouvelle question. De ce point de vue, comme un cheval pris dans un cercle d'incendie, la philosophie est dans un cercle vicieux où chaque réponse est aussitôt contestée, en tout cas améliorée par un autre philosophe. Donc l'amour, c'est dire qu'en philosophie, nous refusons les réponses définitives. Nous n'acceptons pas les vérités closes. Tout est soumis justement à la critique. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Dans la mentalité grecque, quand on parle de Sophia, le mot sagesse renferme deux dimensions. D'abord, la sagesse, comme le montre Aristote, comme le dit René Descartes, est le fait d'avoir une connaissance encyclopédique. Le philosophe n'est pas un dieu, il n'est pas un omniscient, certes, mais en tant que sage, il doit avoir une position de quelqu'un qui connaît l'essentiel
à travers l'essentiel de toutes les questions. Ça se vérifie dans l'arbre cartésien au XVIIe siècle. Le philosophe fait de la métaphysique. Le philosophe, il réfléchit sur la physique. Le philosophe, il réfléchit sur la mécanique. Le philosophe, il réfléchit sur la morale. Le philosophe, il réfléchit sur la médecine, etc. Donc le sage est quelqu'un qui a un savoir assez immense tout de même. Mais le mot sagesse renferme encore une autre dimension qui est la seconde. C'est le comportement. Ça veut dire que le sage n'a pas seulement un rapport théorique avec les choses, il doit avoir un rapport pratique, un comportement qui est adulé et aimé dans la société. Cela veut dire quoi? Que la sagesse fait de la philosophie en même temps une activité théorique et une activité pratique. En dehors du fait qu'on ne peut pas donner à la philosophie une définition canonique, que la philosophie est une définition étymologique, nous pouvons explorer une troisième piste pour tenter de cerner davantage l'entreprise, l'investigation, la démarche philosophique. Cela se fait par le biais, B-I-A-S, chers élèves, par le biais de ce qu'on appelle les principes, les invariants, les caractéristiques de la pensée philosophique. Il y en a beaucoup, certes, mais retenons deux. Le premier principe de la pensée philosophique est l'esprit critique. Et c'est Socrate qui pose les jalons. Dans une citation connue, Socrate dit ceci: la critique est la partie la plus importante et la plus souveraine de toute la philosophie. Elle participe à la formation citoyenne. Méfiez-vous d'un homme qui n'a pas été soumis à la critique. Fût-il le grand roi, cet homme est rempli de souillure. Socrate vient de montrer, des siècles avant la naissance de Jésus, que la critique est l'âme de fond, le socle, la quintessence de la pensée philosophique. Mais qu'est-ce que c'est que la critique? D'une manière générale, avoir un esprit critique, c'est refuser totalement d'adhérer ou de ne pas adhérer, de dire oui ou de dire non, sans avoir pris le temps nécessaire de faire un examen critique. C'est pourquoi, dans notre livre qui est appelé Sur la philosophie et par la philosophie, nous avons défini la critique en 3 J, la lettre J. Critiquer, c'est jauger une chose. Critiquer, c'est juger une chose. Critiquer, c'est justifier ce jugement. Et tous les philosophes sont d'accord que l'esprit critique et la philosophie sont presque des synonymes. En dehors de l'esprit critique, l'autre caractéristique de la pensée philosophique, c'est la rationalité. La rationalité, c'est le comportement. La rationalité, c'est une attitude, une façon de faire, de vivre qui se fonde sur notre faculté, la raison, sur notre lumière naturelle qui est la raison. C'est pourquoi la philosophie a une démarche rationnelle. Et cette présence de la raison, ce caractère quintessentiel de la raison, ce caractère universel de la raison se trouve déjà dans le cartésianisme. Chers élèves, quand nous parlons de cartésianisme, nous parlons des idées ou de la philosophie de René Descartes. Donc nous pouvons retenir pour aujourd'hui ces 3 pistes. La philosophie ne peut pas recevoir une définition partagée par tout le monde. La philosophie a une définition étymologique. La philosophie a des principes. En dehors de cela, dans l'émission, il est prévu de faire une sorte de remédiation pour insister sur quelque chose qui aujourd'hui est le mal de l'école sénégalaise, les fautes.
Les copies de nos élèves sont truffées, parsemées de fautes. Des fautes de conjugaison, de grammaire, d'orthographe, de syntaxe. Il y en a partout. Les mots les plus élémentaires échappent aujourd'hui à nos élèves. Et le professeur Souleymane Bachir Diagne en témoignait en disant, dans sa façon de parler, qui est la façon de parler de tous les génies, que le problème, disait Bachir, le professeur Souleymane Bachir Diagne, longue vie maître, que le problème avec les étudiants, c'est que nous ne parlons plus la même langue. Et ces étudiants, ce sont justement nos élèves avec des niveaux très faibles qui ont quitté la terminale. Depuis des années, nous recensons toutes ces fautes dans des cahiers. Et aujourd'hui, je me permets au moins d'attirer l'attention des élèves sur une chose. Par exemple, au bac, on voit la faute. Des centaines d'élèves commettre la faute sur le mot rationalité. Chers élèves, chers étudiants, rationalité s'écrit avec un seul N. Rationalité ne prend pas deux N. C'est rationnel qui prend deux N. Pour terminer, nous parlerons aussi d'un mot sur lequel butent nos élèves. C'est le mot foi. La foi. Dans nos copies, depuis des années, nous voyons que les élèves écrivent le mot foi avec E. La foi religieuse. J'ai foi en Jésus. J'ai foi en Mohammed. J'ai foi en la science. Cette foi-là, ça s'écrit F-O-I. Si vous mettez un E, vous n'êtes plus en train de parler de la foi que l'homme a pour la religion, pour autre chose. Si vous mettez E, vous parlez de la viande. Et vous risquez de transformer tous les hommes de Dieu en vendeurs de viande, comme je l'ai dit, tout simplement par ironie à nos élèves. Vendredi prochain, pour un autre cours, avec le vrai journal TV, dans l'émission avec Sanoussi. Merci beaucoup.